Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence sur le numérique. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux environnementaux du numérique. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs du département de Paris avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Donc moi, vous me connaissez, je pense, je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, gérer vos différents problèmes techniques et puis répondre à vos questions dans la barre de conversation. Et si vous nous regardez en replay, je vous invite à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com pour participer en direct et pouvoir, à la fin de la présentation, poser vos questions en direct à l'intervenante qui est aujourd'hui Océane. Océane, je vous laisse vous présenter, prendre le contrôle de la présentation et puis enchaîner. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis donc médiatrice numérique pour l'association L'Âge d'Or. On est situé à Grenoble et notre mission principale, c'est l'inclusion numérique des plus de 50 ans et de tout public éloigné du numérique. Donc, on vise l'autonomie des personnes sur voilà, leur équipement numérique, ordinateur, smartphone, tablette. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'impact de tout cet équipement sur l'environnement. Donc, j'espère vous apprendre des choses. J'espère que je ne vais pas vous déprimer complètement. Voilà, et je vous laisserai donc poser les questions, noter les questions. S'il y a besoin de clarification pour la fin de présentation, n'hésitez pas. Voilà, donc j'espère que vous passerez un bon moment. Alors, dans ma proposition de présentation, je vous propose de partir de nos usages. Voilà, quels sont les équipements et qu'est-ce qui se passe autour de nos équipements pour ensuite passer sur les conséquences, diverses conséquences de tous ces équipements sur l'environnement et passer un petit peu de temps sur les actions qui, j'espère, ensuite entraîneront une discussion plus directe voilà, entre nous sur la fin. Je passe du coup directement sur le numérique dans notre quotidien. On a tendance à penser, alors je parle pour le public que j'accompagne en général, on a tendance à minimiser le temps qu'on passe sur nos écrans, mais finalement en 2023, on en est à utiliser nos écrans, que ce soit la télévision, les smartphones qui s'insèrent dans tous les aspects du quotidien pour se divertir, pour pouvoir communiquer. On l'a vécu surtout avec les confinements. On le vit actuellement grâce à la visio. Voilà, on peut partager des connaissances, échanger, se poser des questions. Le numérique, il est également beaucoup utilisé pour calculer. On parle des algorithmes pour les entreprises, pour optimiser beaucoup de choses dans le travail du quotidien. On l'utilise aussi pour consommer, pour acheter. Voilà, on utilise des plateformes de vente d'occasion, d'achat, etc. On l'utilise aussi pour l'éducation, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de toutes sortes d'auto-formation aussi qu'on peut retrouver grâce à toutes les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Voilà, donc c'est pas une liste exhaustive, mais ça donne un petit état des lieux de ce qu'on peut faire du réveil au coucher dans notre quotidien. Pour faire tout cela, nous avons besoin d'équipements numériques individuels. Là, on parle de vraiment ce qui recoupe les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, les consoles de jeux, les montres connectées maintenant qui nous disent comment on va, combien de pas on a fait dans la journée, les écouteurs connectés, les box qu'on utilise à la maison. Voilà, donc ça recoupe pas seulement l'ordinateur et le téléphone, ça recoupe tout un tas d'équipements qu'on va aussi retrouver sous le terme de terminaux un peu plus tard. Et ça, à l'échelle planétaire, ça représente environ, en 2019, 34 milliards d'équipements numériques. Alors, ça donne, voilà, ça fait un chiffre énorme. Et c'est un chiffre qui a tendance à augmenter chaque année. Ces équipements, pour qu'ils fonctionnent et pour recouper les informations entre ces équipements,
utilisent ce qu'on appelle des centres de données. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les data centers. Ce sont d'énormes surfaces où les données vont être stockées, les données de sites Internet, les données de vos photos, quand vous sauvegardez vos photos sur ces fameux drives, cloud, tout ce qui n'est pas en fait enregistré en local, en dur sur votre ordinateur, etc., sur votre disque dur externe. Donc, les data centers, ce sont d'énormes consommateurs d'énergie qui vont permettre le stockage, le traitement des données générées par tous nos appareils, ce que j'appelais les terminaux tout à l'heure. Et on estime à une production de 25% des émissions à effet de serre du secteur numérique mondial et une consommation de 3% de la consommation mondiale d'électricité. Alors, j'ai retiré pas mal de chiffres d'une association française qui s'appelle The Shift Project, que vous pouvez trouver sur les diapos. On a également sur la droite, vous voyez le nombre de centres de données recensés par pays en septembre 2022. Donc là, on voit que les États-Unis ont 2700 environ centres de données, hébergent 2700 centres de données. Je mets le point là-dessus parce que, alors, de un, ça ne donne pas la surface de ces centres. Donc, il y a des pays, par exemple, la Chine, qui va avoir un nombre beaucoup plus réduit, mais des surfaces de ces espaces de stockage qui sont beaucoup plus grands. Et ça va devenir important parce que donc c'est des centres qui consomment énormément, qui sont très énergivores, mais aussi qui ont des législations différentes. Et vos données, la législation qui s'applique sur vos données dépend du territoire où elles sont stockées. Et ce n'est pas l'objet de cette conférence aujourd'hui, mais c'est quand même à prendre en compte. Alors, il y a un petit malentendu avec Internet qui laisse à penser que tout se passe dans les nuages. Et de manière très intéressante, on a aussi tendance à penser sinon que ça se passe au niveau des satellites, puisqu'on entend parler beaucoup surtout de certaines personnes plus que milliardaires qui investiraient dans des satellites, etc. En fait, de manière quasi totale, le trafic des données Internet se passe en sous-marin. Donc, il y a une compagnie, Télégéographie, qui recense, et il y a un site interactif où vous pouvez consulter, voir tous les câbles sous-marins en fait, qui recouvrent la planète. Donc, on est à 99% du trafic Internet qui se passe en sous-marin et seulement 1% via les satellites. Pourquoi? Parce que les satellites, ça coûte cher, cher à les placer, cher à l'entretien. Et qu'en fait, un câble sous-marin coûte beaucoup moins cher. En 2023, on en est à peu près à recenser 552 câbles sous-marins actifs. Il y a un petit, voilà, l'équivalent, c'est 3 fois la distance Terre-Lune, c'est assez conséquent. Et on en serait à 1,4 million de kilomètres de câbles. Donc ces câbles, ils sont posés via des partenariats forcément politiques, d'entreprises économiques. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et vous pourrez aller faire un petit tour sur ce site-là, c'est très intéressant de voir ce qui se passe sous nos mers. Le trafic, donc quand on parle de trafic, c'est justement tout ce qui se passe sous ces câbles, qui permet de lire des articles en ligne, qui vous permet à vous de me voir, même si on se situe en France, voilà, les données peuvent circuler, elles ne circulent pas de manière directe. La majorité du trafic sur Internet, de notre consommation d'Internet, se situe au niveau de la vidéo. 80% du trafic est constitué par la vidéo, ce qui est assez énorme. On en parlera aussi dans nos possibilités d'action après. Donc, on parle de la vidéo en ligne comme de la vidéo en ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire en flux continu. Donc, on ne va pas télécharger la vidéo pour la voir hors connexion, on va la regarder sur un site Internet. On distingue ce que vous voyez VOD à droite, c'est ce qu'on appelle vidéo on demand, donc la vidéo à la demande. C'est ce qu'on va considérer toutes les chaînes d'abonnement type Netflix, Canal+, etc. La pornographie aussi constitue quand même un quart du flux vidéo.
Ce qu'on appelle aussi les tubes sur la droite. Donc ça, c'est des données qui viennent de Shift Project. Les tubes, c'est tout ce qui va être, vous connaissez certainement YouTube. Il y en existe d'autres, des alternatives. Vous connaissez peut-être Dailymotion, Vimeo, des choses comme ça. Donc, tout ce qui va permettre d'héberger des vidéos et de vous donner la possibilité de consulter ces vidéos à n'importe quelle heure de la nuit, à n'importe quelle heure de la journée. Elles sont toujours disponibles. Et puis les autres, c'est ce qui constitue voilà, tous les autres sites d'hébergement de vidéos. Autres vidéos de 20%, c'est ce qu'on va considérer être les vidéos qui se partagent sur les sites de réseaux sociaux, type Twitter, Facebook, Instagram, choses comme ça. Et donc, c'est vrai que ce flux de données, comme on l'a noté sur le diaporama, il est responsable de plus de la moitié de l'impact énergétique mondial du numérique. C'est quelque chose de très, très important. Voilà, vous y penserez la prochaine fois que vous regarderez votre série en replay. Voilà. Mais on verra comment on peut atténuer cet impact-là. Ce qui pousse à la croissance des usages, parce qu'en fait, on est un peu poussé par tout un tas de choses. La première, c'est quelque chose qui va forcément vous parler. On parle de l'obsolescence technique. L'obsolescence technique, c'est une stratégie qui est mise en place par les concepteurs dès la conception d'un objet, d'un outil, d'un logiciel, qui fait que dès sa fabrication, on va viser à limiter la durée de vie et d'utilisation du produit. Donc l'objectif qui est affiché, qui n'est pas masqué, c'est de stimuler la croissance économique en augmentant la consommation de produits. C'est quelque chose qui s'est mis en place dans la première moitié du XXe siècle parce que, en fait, paradoxalement, il y avait des produits mis sur le marché qui étaient beaucoup trop durables et qui ne produisaient pas assez de consommation. Pour les femmes, on a eu l'exemple du collant, rien à voir avec le numérique, mais du collant en nylon qui était incassable et qui pouvait durer des années et des années. Eh bien, les fabricants ont décidé de revoir leur conception du collant pour les faire filables et pour pouvoir en acheter plus souvent. Il y a tout un tas d'exemples comme ça. Les ampoules aussi. Les ampoules sont un produit qui, à la base, était durable. Il y a une ampoule aux États-Unis, je crois, qui continuait de durer et qui a été mise en place en 1921 et qui n'a jamais été changée depuis 1921. Il y a un exemple au niveau numérique qui peut peut-être vous parler, j'espère. En 2014, Microsoft a décidé d'arrêter son support technique pour le système Windows XP, qui était apprécié de beaucoup d'utilisateurs d'ordinateurs. Et donc, après, à l'époque, il était utilisé par un quart des ordinateurs du monde. On pourra échanger là-dessus si vous avez des questions, mais le fait de changer un système, ça veut dire que tous les logiciels qui vont être propres à ce système, etc., vont devoir être vus. Et c'est ce qui a poussé à devoir changer même les ordinateurs qui n'étaient plus adaptés pour les systèmes Windows. Donc, on va créer dans l'obsolescence technique une impossibilité de réparation. On le voit avec les téléphones portables. Quand avant, on pouvait ouvrir son téléphone portable et changer la batterie, maintenant, vous avez de plus en plus de composants qui sont soudés entre eux et qui empêchent la réparation individuelle ou dans des centres, du coup, qui augmentent le coût de réparation. On va aussi avoir une obsolescence technique, on voit en ne fournissant pas les pièces de réparation. C'est-à-dire que même si on peut réparer, le fabricant va vous dire que les pièces ne sont plus produites sur le marché. On va appliquer un prix de réparation plus haut que le prix de rachat. Ça, on en parlera plus tard aussi. C'est au niveau des imprimantes que c'est très, très parlant. On va aussi créer une incompatibilité matérielle-logicielle. J'en ai parlé avec Windows XP. On va aussi introduire dès la conception une qualité de produit moindre. Voilà, donc en fait, on va vouloir changer de produit plus souvent. Et puis, vous aurez aussi l'effet de notification fallacieuse. Alors ça, c'est vrai que les imprimantes sont un bon exemple. Je cherche dans mes papiers voilà, pour vous donner les chiffres. Les notifications fallacieuses, c'est par exemple quand votre imprimante va vous signaler que votre cartouche est vide et qu'il faut la remplacer.
Alors qu'en fait, une enquête qui a été menée par Halte à l'obsolescence programmée, c'est une association française également, montre que généralement, quand vous avez cette notification, il vous reste encore entre 20 et 40% d'encre dans votre cartouche. Ça paraît énorme. Ça peut être le cas aussi lorsque votre imprimante refuse d'imprimer en noir alors que c'est une cartouche couleur qui va être vide. Donc, vous avez des choses comme ça qui peuvent être assez surprenantes. Il faut savoir que la compagnie Epson est actuellement sous enquête suite à une plainte déposée pour obsolescence programmée et tromperie. C'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui mène l'enquête, qui est en cours actuellement. Pardon. On a aussi ce qui pousse à la croissance, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, l'effet rebond, c'est quand on va optimiser, par exemple, un service ou du matériel, de l'équipement, par exemple, la miniaturisation des éléments électroniques. Donc, on va pouvoir penser que si on miniaturise tout, on a moins besoin d'éléments, de minéraux, on en parlera de ressources, donc c'est plus économique. Mais le souci, c'est que très souvent, ces innovations vont mener à encore plus de consommation. On améliore la batterie, on améliore la mémoire, on améliore des choses et du coup, on crée un besoin de consommation. L'effet rebond, ça peut être aussi l'exemple de la fibre optique qui permet un flux de données plus rapide et plus dense, mais qui du coup va augmenter le flux qui passe sur les réseaux et du coup qui va être plus énergivore et qui est lié du coup à ce qu'on appelle une obsolescence psychologique. Alors, il y a tout un tas de types d'obsolescence. Vous pouvez consulter Wikipédia sur le sujet. J'en ai choisi deux. L'obsolescence psychologique, je pense qu'on le subit tous et toutes. J'ai cité le Black Friday, qui est arrivé dans nos sociétés, mais c'est l'équivalent d'une journée de grosses soldes sur lesquels vous avez des prix presque hallucinants, voilà, sur des produits et qui poussent à la consommation. Vous avez l'arrivée de la 5G qui va produire, alors là c'est aussi lié à l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on permet plus de flux de données, plus de technologie. Par contre, il faut remplacer les objets, donc il faut acheter pour pouvoir en profiter. Il y a l'arrivée, par exemple, du téléphone, je ne citerai pas la marque ou les marques bientôt, mais maintenant, on a des écrans pliables. On a voilà, tout un tas de choses qui font que quand on regarde son petit téléphone qui date d'à peine 1 an et demi, on a l'impression d'être déjà dépassé de 10 ans. Ce n'est peut-être pas votre cas, ça peut être le cas sur les télévisions. Les télévisions, maintenant, c'est quasiment un mini-cinéma dans son salon. Je veux dire, les écrans sont énormes, sont incurvés. On a l'impression d'être dans le studio d'enregistrement presque. Donc, c'est un peu un effet de mode dans lequel on est pris et qui va nous pousser à remplacer avant la fin de vie de nos produits et à consommer. Voilà. Pour une dernière petite note, ce qui va pousser à la croissance des usages, il y a quelque chose que nous n'avons pas réellement choisi, mais qui va se passer au niveau de la dématérialisation des services et des démarches administratives. J'ai fait une coquille là-dessus, d'ailleurs, je vois. Donc, on a le fameux plan Action publique 2022. Donc, c'est quelque chose qui a été énoncé déjà depuis longtemps. Moi, j'ai commencé en 2015, on nous l'annonçait depuis lors que tous les services administratifs allaient passer en ligne pour plus de facilité, entre guillemets. Maintenant, vous voulez faire une modification sur votre carte grise, vous êtes obligé de passer par une démarche en ligne, ce qui pose quand même problème pour tout un tas de personnes. C'est encore un autre sujet. Mais le fait de pousser à la dématérialisation, ça veut dire encore plus d'équipements. On pousse les gens à devoir s'équiper ou à devoir chercher des équipements pour pouvoir rien que faire les démarches. Ça se passe aussi au niveau des, je ne l'ai pas mis sur cette diapositive, mais des entreprises avec le télétravail, avec, voilà, il y a tout un tas de services, encore plus avec le confinement, qui ont basculé sur Internet, en ligne, et qui se reposent sur le numérique. Voilà un petit peu pour le tour autour de la consommation et de nos usages.
des équipements numériques. Sur la partie des conséquences, je vous ai mis ici l'exemple de la production, par exemple, d'un téléphone. Donc c'est pareil, ça nous vient de Shift Project qui a pas mal de chiffres dessus. Derrière un appareil, il va y avoir différentes phases. Il n'y a pas que la phase d'utilisation. Et c'est la phase de la production de l'appareil qui va être la plus lourde, on va le voir plus tard. Mais déjà, pour vous donner une idée, c'est aussi pour casser l'idée que malheureusement, quand vous dites, bah voilà, j'achète un téléphone, mais j'achète un téléphone, moi j'achète un téléphone américain plutôt que chinois, etc. En fait, votre téléphone, il est forcément international parce qu'il a fait 4 fois le tour du monde. Pour être fabriqué. Voilà. Au niveau de la conception, ça va plutôt se faire, vous voyez, c'est le niveau, je ne sais pas si vous arrivez à bien visualiser les chiffres, mais généralement, la conception va se situer au niveau des États-Unis ou en Europe. Vous avez ensuite la nécessité d'extraire et de transformer des matières premières, on va le voir ensuite. Donc ça va se passer plutôt en Amérique du Sud, un petit peu en Australie, en Asie du Sud-Est et en Afrique centrale. Et puis ensuite, vous avez la phase de fabrication qui ne se fait pas forcément en Europe, même si en partie, elle peut se faire dans certaines de nos usines et aux États-Unis, mais beaucoup en Malaisie, en Asie. Vous avez ensuite la distribution. Tout ça, ça se fait par avion, ça consomme énormément d'énergie. Donc, pour un téléphone, vous avez l'équivalent de 4 tours du monde. Voilà, c'est assez conséquent. Je vous ai mis aussi voilà, un autre petit chiffre sympa, la production qui représente 37% des émissions à effet de serre. C'est un chiffre qui est plutôt de l'ordre, en gros, la production, l'impact environnemental du numérique au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est plutôt autour de 75-80% par rapport à l'usage qui en est à 20, un petit peu plus de 20%. Mais les chiffres voilà, peuvent varier suivant ce qu'on essaie de comparer. Au niveau de la fabrication, alors c'est peut-être quelque chose que vous savez déjà, dont vous avez entendu parler et qu'on entend en tout cas parler de plus en plus. J'ai voulu juste resituer quelques petites définitions. Donc cette diapositive, elle est un peu chargée, mais c'est juste pour que vous compreniez que dans un équipement numérique, vous avez tout un tas de choses, dont des minéraux, des terres rares. Vous avez du plomb, du cuivre, etc. Et on parle de plus en plus de matériaux critiques, de terres rares. Tout ça, ça va avoir des conséquences limite désastreuses sur l'environnement, je n'ai pas d'adjectif assez fort, et également sur l'humain, sur la santé. On le verra ensuite. Matériaux critiques, ça veut dire qu'on a des difficultés d'approvisionnement. Voilà, qui va avoir un impact sur la production industrielle ou sur des impacts économiques. Donc voilà, ça c'est la rareté du produit, on peut comprendre. La terre rare, les terres rares, ce sont des métaux qui en fait, comme je l'ai noté, sont plutôt en grande quantité au niveau de la croûte terrestre, paradoxalement à leur nom. On oscille entre 15 et 17 métaux qui sont répertoriés et qui ont commencé à être répertoriés depuis le XVIIIe siècle. Et en fait, qui sont utilisés, qui ont permis en fait d'être utilisés sur tout un tas de choses surtout depuis le XXe siècle. Donc, ça va être des matériaux qui ont des propriétés magnétiques, par exemple, donc qui vont être utilisés au niveau des aimants, au niveau de tout un tas de choses, de néons. Ils sont utilisés dans les éoliennes, ils sont utilisés dans tout un tas de produits de la vie actuelle. Et par exemple, au niveau brut, on peut les retrouver au niveau des briquets, de la pierre à feu. Le problème, c'est que quand on les utilise dans les smartphones, il va falloir les extraire et les traiter pour les décomposer. Et c'est cette extraction et cette décomposition qui va utiliser énormément de produits chimiques en masse qui ne sont pas nécessairement bien, qui n'ont pas voilà, dont l'impact est assez conséquent sur l'environnement. Donc ça, j'ai tout un tas de choses
dessus, mais on pourra en discuter. Là, c'est l'exemple, par exemple, de la quantité de métaux que vous pouvez trouver dans un smartphone. Vous avez aussi ces métaux qui proviennent de différents endroits. Donc, il y a des métaux qu'on connaît, d'autres moins. La problématique, c'est qu'il va falloir extraire de plus en plus de matière pour produire des matériaux pour un ordinateur, pour un smartphone. Là, je vous ai mis l'exemple qui nous vient de l'ADEME. Il faudrait environ 600 kg de matière pour produire un ordinateur de 2 kg. Donc, c'est énorme. Et c'est de plus en plus énorme parce que, mine de rien, il faut aller de plus en plus loin pour extraire les minéraux. Il faut creuser de plus en plus profond. Donc, voilà, la rareté des matériaux impacte énormément sur la biodiversité, sur l'environnement, sur la qualité de l'eau, sur le pompage d'eau, parce qu'on a besoin d'énormément d'eau dans le processus. Donc, c'est là où on va retrouver le plus d'impact. C'est assez conséquent. Voilà pour quelques exemples. On en a plein des exemples à vous donner. Actuellement, les terres rares, on peut les trouver en majorité, c'est la Chine qui va être productrice des terres rares. Mais elles vont être situées au niveau de… Alors, je me suis imprimé une petite carte. Vous en trouverez au niveau du Chili, au niveau du Brésil pour l'or, qui a des mines d'or là-bas. Vous avez l'argent du bauxite en Australie. Vous avez tout un tas de choses, et notamment, surtout en République démocratique du Congo. Donc, j'en parle un petit peu en dessous. Mais c'est la Chine qui va avoir la plus grande production de terres rares actuellement. Et donc là, il va y avoir un effet désastreux, en effet, sur les écosystèmes locaux. Et c'est ce qui explique aussi le levier géopolitique de certains pays, et notamment de la Chine, parce que toutes les grandes marques que vous avez dans votre salon dépendent de la Chine pour la production de ces terres rares. Au Pérou, ça c'est pour vous donner un exemple. Donc ça c'est l'OMS qui avait… L'OMS a fait énormément d'enquêtes sur l'impact sur les populations. Ça c'est un seul exemple. Au Pérou, en 2007, il y a une étude qui a été menée sur la santé des enfants qui vivaient dans l'environnement d'une mine d'extraction de cuivre, zinc, plomb, et qui montrait que la moitié des enfants étaient atteints de forts niveaux de saturnisme. Ça, c'est en dehors voilà, dans la quasi-totalité des cas, vous avez énormément d'impact sur la santé des femmes et des femmes, du coup, qui vont… voilà, des femmes et des enfants ensuite. En République démocratique du Congo, vous avez, en plus de cela, un impact sur la corruption, sur la tension avec les pays voisins et énormément de zones d'où sont extraites les terres rares sont quand même sous domination de groupes armés violents. On a aussi énormément d'emplois d'enfants dans ces situations. Donc là, je n'ai pas nécessairement de chiffres parce que ça variait trop, mais les enfants, on va les retrouver aussi sur la fin de présentation, malheureusement, au niveau des déchets électroniques, mais vous les trouvez déjà dans l'emploi des enfants au niveau de la production et de l'extraction des terres rares. C'est pour ça aussi qu'ils ont l'appellation de minerai de sang ou de minerai de conflit. Voilà. Au niveau de la phase de fabrication, là, pour le coup, on a également un fort impact au niveau de la consommation d'énergie, surtout au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, sur la fabrication et surtout sur le transport. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'allers-retours entre différentes usines qui vont composer différents éléments d'un produit. Voilà, j'y passe pas trop de temps. Et je passe sur un autre sujet, voilà, pour le coup complètement déprimant, sur la conséquence des déchets, les déchets électroniques. Pourquoi? Parce que vous avez seulement, et seulement c'est le maximum actuel, d'un tiers des déchets électroniques environ qui seraient collectés et récupérés par un éco-organisme, c'est-à-dire un organisme habilité
et qui a les moyens de protection de ses travailleurs, etc., de traiter tous les éléments qui sont dans un équipement, dans un appareil électronique. Le reste, ça part en décharge, c'est enfoui, c'est incinéré ou exporté vers des pays en développement où on n'aura pas les mêmes conditions. Je me fais un petit aparté parce que je l'ai oublié tout à l'heure au niveau des terres rares, quand je disais qu'elles étaient très fournies au niveau de la croûte terrestre. Jusqu'au début des années 2000, c'était les États-Unis qui étaient le plus producteurs de terres rares. Simplement, je crois que c'est en 2003, leur mine majeure qui s'appelle Mountain Pass il y a eu un désastre écologique majeur qui fait qu'ils ont fermé la mine et ils ont décidé d'arrêter. Voilà, alors ils sont toujours dans l'extraction, mais voilà, la société civile et l'impact au niveau visibilité était tel qu'ils ont fermé cette mine et ont décidé d'être plus importateurs. Donc c'est vrai que la position des pays où les législations sont beaucoup moins fortes, beaucoup moins développées, ça a un impact quand même assez impressionnant. C'est le cas pour toutes sortes de productions, hein. Là, on parle des déchets, de la production et des déchets électroniques. Le fait ici, au niveau des déchets, d'avoir une large partie en fait des déchets qui ne va pas être encadrée, va avoir un fort impact sur les réseaux criminels. Donc là, on a Interpol qui a fait plusieurs enquêtes qui sont assez intéressantes sur le sujet et qui tirent la sonnette d'alarme parce que dans ces minerais, on retrouve de l'or, on retrouve de l'argent, on retrouve tout un tas quand même de métaux précieux qui vont être recherchés, qui vont alimenter tous ces réseaux et du coup qui ne sont pas qui sont en parallèle et qui sont difficilement traçables. On a des risques de dommages irréparables sur l'environnement. On a des pollutions au mercure aussi assez conséquentes dans pas mal de zones. Et l'exploitation, je mets tout ça dans mon paquet, l'exploitation des petites mains. Les petites mains, c'est les enfants, puisque grâce à leurs petites mains, on a la possibilité d'accéder au niveau du tri des déchets, des décharges, d'aller chercher des petits objets, etc. Mais c'est au niveau du tri des déchets électroniques et du traitement de ces déchets-là qu'on va retrouver la plus grande proportion d'emploi des enfants. Et le travail sans protection. On estime que l'exposition quand on ouvre un appareil électronique, il y a une exposition à plus de 1000 substances nocives, le plomb, le mercure, le nickel, les retardateurs de flammes bromées, les hydrocarbures aromatiques polycycliques que je ne connaissais pas avant. Voilà, vous avez tout un tas de choses qui va impacter et qui va monter le taux de cancer, le taux de problèmes thyroïdiens, etc., au niveau des populations environnantes. Je termine un petit peu, je vais vers la fin de cette présentation, mais je voulais passer par quelques illustrations pour comparer un petit peu les impacts. Donc là, c'est surtout sur l'empreinte carbone de certains appareils numériques du quotidien. Au niveau de l'usage et de la construction, vous avez deux couleurs. Mais c'est vrai que la fabrication, ça va être la couleur rose, pardon. Vous voyez comme moi. Et le vert va constituer l'usage. On voit vraiment que c'est la partie fabrication qui est la plus conséquente par rapport à l'usage. Je ne sais pas si vous voyez bien. En haut, on a une montre connectée qui correspond à 10 kg équivalent de CO2, d'émissions de CO2. Donc là, on va avoir par rapport à la montre connectée le smartphone qui se situe en dessous, puis l'imprimante. Ensuite, on a une console de salon. On a un ordinateur portable. Et là, on a un grand écart avec la télévision. C'est vrai que la télévision, par rapport à tous nos objets connectés, la télévision, et notamment à cause de ses écrans, les écrans des télévisions sont, je crois, l'élément de la télévision qui ont le plus fort impact et environnemental et au niveau des matériaux qui sont utilisés à l'intérieur.
Donc, et après la télévision, on a l'ordinateur fixe. Voilà, ce qui vous donne une petite comparaison d'échelle. Ça, c'est pour votre culture générale, vous pourrez pour vous. J'ai voulu vous montrer aussi l'équivalent avec notamment les emails. Peut-être on en parlera après, par rapport à un smartphone. Un smartphone, c'est autant d'émissions que pour fabriquer et consommer 12 592 emails avec pièces jointes. Alors, il faut savoir qu'un email, au sens de son impact, on considère, là, en tout cas pour cette étude, ça nous vient d'un petit site internet qui est assez intéressant, impactco2.fr. On considère un email, pour un email, 3 minutes pour l'écrire, une pièce jointe peu lourde, l'envoi, et on considère aussi dans le poids d'un email la lecture par le destinataire et le stockage. Parce que quand vous envoyez un email, vous en gardez une copie. Quand vous allez dans votre fameux dossier courrier envoyé, vous en avez une copie. Le destinataire en garde une copie également. Donc, un email écrit va être reproduit chez l'expéditeur, chez le destinataire. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments pour considérer le poids d'un email. Vous voyez un smartphone, donc 12 500 emails, presque 12 600. D'après Impact CO2, donc ça correspond aussi à 4,3 repas avec du bœuf. Je crois que je ne vous ai pas mis, mais ça correspond à 69 repas végétariens, juste pour comparer aussi un petit peu. 143 km en voiture, 69 litres d'eau en bouteille et 1,3 jeans. Malheureusement, le commerce, la fabrication aussi du textile est un des grands polluants. Du coup, 1,3 jeans pour un smartphone vous donne aussi l'état des lieux côté jeans et fait un peu peur. L'impact des télés. Alors, je ne sais pas si cette diapositive vous fait réaliser l'impact réellement, mais c'est vrai que ça va très vite quand vous décidez de changer la taille de votre écran. J'espère que cette diapositive vous fera peut-être reposer la question. Voilà, on a essayé, en tout cas, c'est l'ADEME qui a fait cette représentation de l'impact en kilos équivalence d'émissions de CO2 par rapport à la taille en pouces en diagonale, voilà, de l'écran d'une télévision, sachant que d'après mes dernières recherches, la grande tendance 2023 des consommateurs est d'acheter les écrans plutôt de 60 pouces. Ce sont des écrans énormes. Et on peut se dire, bah voilà, quitte à peut-être décider de réviser son achat et plutôt d'investir déjà sur un 50, on voit qu'on a un impact moindre, mais de revoir un petit peu tout ça. Donc ça tombe bien, on va parler des actions. Alors les actions, ça commence par de la réglementation. Donc là, j'en suis pas aux actions individuelles. À l'échelle individuelle, on ne va pas pouvoir tout seul avoir un gros impact et on en est bien conscient. Les réglementations sont sont en cours, mais sont encore dénoncées comme étant très légères, enfin voilà, au niveau de l'impact. À votre niveau, vous avez peut-être vu depuis 2005 la taxe supplémentaire d'éco-participation que vous payez quand vous achetez un produit électronique. Donc ça, c'est quelque chose qui va être affiché sur votre étiquette et qui permet qui permet de financer les systèmes de collecte, de recyclage et de dépollution. Donc ça, c'est une éco-participation qui existe depuis 2005. En 2015, j'ai pas noté toutes les lois et réglementations, mais 2015, ça a été une loi assez importante sur la transition énergétique qui a permis de définir comme délit l'obsolescence programmée. Et je vous en parlais tout à l'heure, Epson est actuellement sous enquête
pour tromperie et obsolescence programmée. Donc cette loi, elle est assez importante. Elle a pu condamner Apple par le passé, qui a effectivement changé depuis 2017 notamment tout un tas de choses sur ses produits qui sont pas au top du verre non plus, mais qui a dû réviser un petit peu, notamment sa politique pour changer la batterie, sa politique de compatibilité entre voilà, les appareils de chargement, notamment de ses iPhones. Donc ça a quand même eu un impact. En 2015, il y a eu aussi la loi dite Hamon qui a imposé la transparence d'affichage sur la durée des pièces détachées. Donc ça, vous l'avez aussi peut-être vu lorsque vous achetez des appareils. Normalement, vous avez une notification qui vous dit, voilà, tel fabricant s'engage à vous rendre disponible les pièces détachées pendant tant de temps. Sur les 2 ans, normalement, voilà, sur les 2 ans, sur les 5 ans, après l'achat de l'appareil. Elle a également mis la limite de 2 mois au fabricant pour fournir ses pièces. Donc ça peut être important si jamais vous avez à faire cette demande, d'avoir cette notion-là en tête quand vous allez vouloir faire réparer votre objet. L'obligation pour le fabricant de fournir les pièces dans une limite de 2 mois. Voilà. En 2007, pareil, on l'a dans notre quotidien comme conséquence. En 2016, la garantie de vie obligatoire des produits passe à 2 ans. Donc, si jamais on vous propose de payer une garantie dans un magasin pour une garantie de 2 ans, sachez que c'est déjà dans la loi. Donc, vous n'avez pas à payer, c'est une garantie obligatoire qui passe à 2 ans. Actuellement, il y a beaucoup d'actions d'associations de protection de l'environnement qui demande à passer, à étendre cette garantie à 5 ans, voire à 10 ans. Voilà. En 2017, il y a un règlement européen qui a fixé des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement. Donc là, ça concerne justement l'importation, alors là, de l'étain, du tantal, du tungstène et des minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. J'ai noté que c'était un règlement de principe. Ce n'est pas un règlement qui permet de condamner ou quoi que ce soit. J'ai lu un petit peu le règlement parce que j'aime bien ça. Et en effet, c'est des principes. Voilà, c'est des intentions, c'est pousser les pays importateurs à avoir des stratégies d'importation. Donc, voilà, c'est des bonnes paroles, mais ce n'est pas encore quelque chose qui implique des actions réelles. Il faut savoir qu'hier, jeudi 1er juin, il y a eu donc ce n'est pas un règlement européen, mais il y a quelque chose qui est dans les circuits au niveau du Parlement, au niveau du devoir de vigilance. Donc les États ont voté, enfin les députés ont voté hier sur un devoir de vigilance au niveau de l'approvisionnement et des chaînes de la fabrication, en tout cas, des équipements numériques, notamment. Mais ça reste un devoir de vigilance. C'est un peu compliqué parce que vous en avez certainement entendu parler. La problématique maintenant, c'est que beaucoup de compagnies passent par des sous-traitants et qu'il y a même des compagnies qui n'ont jamais en fait établi la transparence au niveau de la chaîne d'approvisionnement quand on leur en a demandé par des ONG, par des associations. Donc, la traçabilité des produits est quand même très compliquée à établir. Et toutes les entreprises ne sont pas transparentes dessus encore. En 2021, pareil, ça vous l'avez peut-être vu, c'est la création de l'indice de réparabilité. Donc ça vaut aussi pour les machines à laver, les fours, etc. Elle est obligatoire pour une liste limitée, mais qui s'agrandit au fil du temps, de produits ménagers, de produits électriques et électroniques. Et donc, elle permet d'avoir une note sur 10 informant le consommateur sur le caractère réparable ou non d'un produit au moment de l'achat. Voilà. Les actions au niveau collectif, au niveau du choix aussi politique,
Donc, je vous disais, actuellement, il y a du lobbying d'associations engagées sur l'écologie, sur la vigilance, en effet, de l'impact des appareils électroniques et du numérique sur l'environnement, à augmenter notamment les garanties des produits à 5 ans, d'inciter les entreprises à freiner le renouvellement systématique de leur équipement. Alors là, on est plus sur quelque chose de l'usage. Ce point, il souligne le fait que vous avez des entreprises, donc il y a tout un tas ça participe à la sensibilisation, le dernier point, mais de pousser des grosses compagnies à ne pas changer les ordinateurs de leurs employés tous les 2 ans, par exemple, ou les téléphones portables de leurs salariés toutes les années pour avoir le dernier modèle. Donc là, il y a énormément de discussions en fait entre associations, etc., dans les réseaux pour essayer de freiner les renouvellements systématiques des équipements. Et ça se passe aussi dans les collectivités territoriales. Donc c'est un choix également politique. Il y a aussi de plus en plus de tendance vers l'éco-conception matérielle et logicielle, c'est-à-dire de choisir du matériel dont on peut justement tracer l'origine, mais qui est peu gourmand. L'éco-conception, peut-être que vous avez vu le terme, c'est un peu un nouveau terme ces dernières années, qu'on voit notamment aussi au niveau des sites Internet, qui soit un site Internet, c'est des images, c'est du texte, ça peut être de la vidéo. Et vous avez peut-être vu ces sites Internet hyper dynamiques qui donnent parfois mal à la tête, mais voilà, donc qui sont en fait très gourmands en termes énergétiques. Donc en fait, rien que dans la conception d'un site Internet, ça peut être intéressant de revoir sa mise en page, etc., pour en faire quelque chose de moins gourmand. Les actions à l'échelle individuelle maintenant. Donc, pour terminer sur quelque chose de faisable de notre côté. Changer nos habitudes. Donc après, on aura l'occasion, j'espère, d'échanger là-dessus. Changer nos habitudes, c'est simplement, c'est peut-être le plus facile, mais c'est finalement très compliqué à appliquer. Changer nos habitudes, ça peut être quand je regarde une vidéo sur Internet, c'est ce fameux flux vidéo, d'en baisser la qualité. J'ai peut-être pas besoin de voir cette haute définition ou de voir une grande résolution. Ça a un impact finalement énorme entre une vidéo de très haute qualité et une vidéo d'un peu moindre qualité. Ça, c'est quand vous visionnez une vidéo, vous avez des petits paramètres avec l'icône souvent de la roue crantée où vous pouvez baisser la qualité de la vidéo. Ça ne vous empêche pas de suivre le film ou le documentaire ou la série. Et ça a un impact qui est déjà énorme. Un autre impact énorme, encore plus, c'est acheter du reconditionné. Il y a de plus en plus d'entreprises ou d'associations qui récupèrent des appareils, qui vont effacer les données, les remettre à niveau, les réparer. Il y a des plateformes en ligne qui permettent d'acheter du reconditionné avec des appareils qui peuvent avoir une vie prolongée de plusieurs années et de bonne qualité. Il y a de plus en plus de repair cafés, de lieux où on peut réparer ou être accompagné pour réparer nos appareils, pour faire durer et pareil, prolonger la vie de nos appareils électroménagers, mais numériques. Protéger, je l'ai mis sur la même ligne, mais protéger, rien que protéger l'écran, mettre une coque à son smartphone pour éviter c'est tout bête, mais devoir changer un smartphone qui fonctionne très bien et qui a coûté déjà un petit porte-monnaie, de devoir le changer parce que l'écran est cassé parce qu'il est tombé, c'est dommage. Je pense qu'on a presque tous vécu ça ou on connaît quelqu'un qui l'a vécu. Une coque de protection permet de protéger son appareil et du coup d'en rallonger la vie. J'ai mis quand même ne pas acheter. Oui, des fois, ne pas acheter, c'est la meilleure solution, c'est la plus simple et c'est celle qui a le plus grand impact. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet outil? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet énième objet connecté ou d'avoir un frigo qui va me dire quand est-ce que ma salade est passée de consommation?
ou qui va me donner des recettes avec tous les ingrédients que j'ai dedans. Voilà, j'ai encore mes livres de recettes que je peux consulter. Voilà, mais ne pas acheter, ne pas se laisser porter par cette obsolescence psychologique dont je parlais, mais aussi voilà, l'effet de mode, les nouveaux produits, etc. Se déconnecter. Alors, je ne parle pas de passer en mode avion pour vos téléphones portables, mais simplement voilà, de couper. On en parle beaucoup au niveau de la consommation électrique et de l'impact économique également. De couper la box quand vous partez en vacances, de couper même voilà, la nuit, de ne pas charger toute la nuit vos appareils. C'est tout ce qui concerne voilà, ces petites veilleuses, ces connexions, etc. Donc d'aller vers plus de sobriété. D'utiliser des logiciels libres. Alors, je ne sais pas si parmi vous, ça vous parle. Les logiciels libres, logiciels ou systèmes, peut-être que vous avez entendu parler de Linux au niveau des systèmes. Voilà, là, mon ordinateur actuel avec lequel je vous parle tourne sous Linux. Ça va être souvent des logiciels qui sont faits par des consommateurs pour des consommateurs et qui sont souvent moins gourmands, beaucoup plus éthiques et transparents sur ce qui est mis en œuvre et qui prônent très souvent le local. C'est-à-dire que avec le logiciel libre, vous avez tout ce mouvement libre qui fait que, on parlait des data centers tout à l'heure, si vous avez vos données qui sont stockées à des kilomètres et des kilomètres de chez vous, vos photos, ben forcément, ça va consommer plus d'énergie pour alimenter ce flux de données. Si vous choisissez un centre d'hébergement qui est local, forcément, ça va moins consommer. Et en plus, il sera hébergé en France. Donc voilà, tout autour de utiliser des logiciels libres, j'ai voulu un petit peu amener cet aspect-là en fait du local et du choix du matériau et du choix du logiciel, du support. Acheter des marques engagées. Vous avez, donc c'est pas mon intention de faire de la pub, mais vous avez notamment des marques de plus en plus accessibles qui permettent notamment au niveau des téléphones, des smartphones, de changer des parties d'éléments et de remplacer ou de constituer votre téléphone suivant vos besoins. Donc, si vous adorez faire de la photo et que vous êtes amateur de photo, vous allez pouvoir, par exemple, choisir un objectif photo un petit peu plus fort et le remplacer si besoin. Voilà, donc c'est un petit peu un kit téléphone qui existe. Vous avez aussi des marques voilà, qui s'engagent sur la traçabilité justement dont je parlais, là, des éléments qui font partie de l'appareil numérique. Choisir des énergies vertes, voilà, bon, je l'ai mis quand même, voilà, dans les ressources. Recycler. On a peut-être tous, pareil, un tiroir avec des restes de câbles, des vieux téléphones. Des fois, on y est attaché parce qu'ils ont accompagné une partie de notre vie. Des fois, on se dit qu'on a des données dessus qu'on aimerait récupérer. En tout cas, le jour où on décide de s'en séparer, n'hésitez pas à consulter. Alors, je ne sais pas la possibilité ensuite que j'aurai de laisser des ressources ou des sites internet où vous pouvez trouver des lieux justement pour donner, mais il y a de plus en plus d'associations qui récupèrent ces objets-là, qui vont les réparer, justement les reconditionner pour ensuite, ou alors d'en extraire des composants, mais dans des conditions humaines et environnementalement saines. Mutualiser, prêter, donner. Alors, j'ai voulu un petit peu ouvrir là-dessus parce que c'est vrai que au-delà de la sécurité Internet, c'est vrai que bon, ben, ça peut arriver de partager Internet sur un étage d'immeuble ou sur un immeuble. Peut-être qu'on pourrait aller vers plus de mutualisation d'outils plutôt que d'avoir chacun son outil chez soi et d'augmenter en fait le nombre d'appareils.
voilà, vous avez des pays, par exemple, où vous avez les machines à laver. Donc là, on n'est pas dans le smartphone, mais vous avez des machines à laver qui sont en sous-sol et qui sont partagées par tout l'immeuble. Donc peut-être que pour réduire l'impact du numérique, il faudrait aussi penser à mutualiser des appareils, les écrans, etc. Voilà. Donc, je crois, si je ne me suis pas trompée, que c'était ma dernière diapositive. J'espère que vous êtes encore là et que vous avez quelques petites questions auxquelles je vais pouvoir répondre. Et j'espère que ça vous a intéressé. Et je me rends disponible. Maintenant, je passe la parole à Pascal. Merci beaucoup, Océane. C'était très, très, très intéressant. J'ai appris plein de choses. Mon intérêt écologique était encore plus aux aguets. Je vous invite, en attendant de pouvoir échanger à la fin de cet enregistrement, à cliquer sur à répondre à notre questionnaire de satisfaction. Donc, je vous ai mis le lien dans la barre de conversation. Sinon, vous pouvez cliquer sur le texte sur la diapositive. Merci de remplir ce questionnaire puisque c'est important pour nous que l'on puisse faire un retour à nos financeurs pour exprimer votre satisfaction. Vous pouvez retrouver donc les visios qui sont en replay sur la chaîne YouTube. Donc vous cherchez Movadom ou Gwendoline Cotresse sur YouTube et vous allez la trouver. Pour vous inscrire, donc vous avez le lien movadom.eventbrite.com pour nos prochaines visioconférences. Et puis vous pouvez télécharger sur notre site Movadom le livre audio gratuitement, ainsi que les podcasts sur le déménagement des seniors, des témoignages et des astuces pour bien déménager. Notre prochaine visioconférence, c'est mercredi 7 juin à 10h30. Ça sera une nouvelle thématique yoga pour se détendre après le stress du recyclage des déchets, voilà, de tout ça. Ça nous permettra de nous détendre. Merci beaucoup, Océane. Si vous avez la moindre question, vous pouvez envoyer un mail à contact@movadom.com. Merci encore à la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de la ville de Paris et merci à la CNSA également pour le financement de toutes nos visioconférences.